Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Le piège de Nashmoon. Vous savez, c'est le lore le plus en avance qu'on peut avoir parce que c'est le lore qui sort dans le bouquin Crusade. Donc, on a eu déjà plusieurs parties. Je vous laisse aller regarder un petit peu en retrait pour voir si vous n'avez pas vu les autres vidéos. Évidemment, ce serait quand même dommage de prendre celui-ci en cours. Surtout que là, on va directement aller dans le combat. Donc, dernière fois qu'on s'est parlé, je vous disais qu'Erutia, Junit Erutia sortait pour aller au combat. Elle avait retenu ses impulsions le plus longtemps possible, mais à un moment donné, bon, elle n'en pouvait plus. De toute façon, elle ne pouvait plus tenir cette défense-là. Elle s'est dit, bah, autant sortir pour faire une sorte de dernier baroud d'honneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se passe plutôt très mal. C'est-à-dire que la plupart des forces d'Arkin sont en format attaque et vont harceler. Alors, c'est là où je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une notion tactique sur l'utilisation des raptors qui est beaucoup plus profonde que simplement ils sont là pour faire la peur, ils sont là pour faire boue et puis tuer les pauvres petits impériaux par derrière. Là, on a vraiment cette notion de Arkin, il a tout planifié à l'avance et il sait exactement à quel endroit attaquer, à quel endroit engendrer un maximum de carnage et surtout sortir ces raptors avant que l'ennemi ne puisse contre-attaquer. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on a les raptors qui viennent attaquer un flanc un petit peu faible, ils font énormément de dommages et dès que les impériaux se rassemblent et viennent attaquer, enfin viennent essayer de se défendre, les raptors s'en vont, les forces rapides qui par définition du coup sont moins aptes à encaisser les dommages par exemple des rétributeurs avec des bolters lourds, on peut l'imaginer, ces forces-là de retour de bâton des impériaux vont se faire détruire par toutes les forces plus solides. Donc les prédateurs, les rhinos chargés de légionnaires qui sont là pour être mobiles, surtout les métadrecs qui sont aussi une force beaucoup plus solide et qui viennent poser énormément de problèmes. Et ce qui fait que l'attrition est vraiment dans le sens, encore une fois, du chaos. Et enfin, il y a beaucoup d'attrition du côté de l'Imperium et que c'est favorable au chaos parce que les forces diminuent alors qu'Arkin, lui, perd très peu de ressources. Le seul endroit où ce n'est pas le cas, c'est parce que c'est un personnage spécial, c'est bien sûr Junit. Junit, elle, c'est la seule qui réussit à s'en sortir. Alors, on nous dit qu'elle réussit à s'en sortir parce que là où elle est, le feu sacré délivré par son autel, sa chair, réussit à lutter et à tenir, voilà. Alors, la chair de la basilique de Sainte-Oline, transformer les hérétiques en bûchers ambulants. Alors, peut-être juste, parce que moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu tatillon, quand on regarde la figurine, j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse attaquer les raptors qui sont en train de voler au-dessus de sa tête. Alors autant si vous avez une masse impie à ses pieds, j'imagine très bien comment ça va se passer. Maintenant, pour faire de la DCA, je vous laisse juger sur la figurine, mais je pense qu'il y a un petit souci. Mais en tout cas, voilà, sa prestance fait qu'elle retient les raptors au loin et que les raptors, perdent de leurs troupes justement sur ce combat-là et que là, dans cet endroit-là, les rétributeurs, elles arrivent, les dominions avec leurs lance-flammes, etc. et que ça réussit à repousser les forces du chaos. Mais c'est le seul endroit. Alors qu'on a, Junit qui continue à avancer, elle va demander de plus en plus de renforts et bien sûr, les forces impériales vont se regrouper autour d'elle. Et comme on est chez des sœurs de bataille, surtout assez majoritairement, il y a beaucoup d'armes incendiaires et le feu va commencer à se répandre de plus en plus. Ce qui fait que des grandes flammes vont commencer à monter et ériger une sorte de mur de flammes. Alors, il faut vraiment imaginer la taille du mur. Après, le chaos n'est pas en reste, parce que vous vous rappelez, l'affreux missile qui a été utilisé par Zeran Nettar, lui, il cause une sorte de parallèle. C'est-à-dire qu'on a ce vent éthéré magique de souffrance, de tourment, qui vient justement à contre-courant du vent et se rapproche en fait du mur de flamme. Et on va avoir une lutte entre le mur de flamme des sœurs de bataille et puis le mur éthérique de terreur qui vont s'entrechoquer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont grimper les uns contre les autres. Voilà, je vous le mime très bien. Et ils vont monter comme ça jusqu'au ciel, jusqu'à tout recouvrir et se retrouver autour de la cathédrale du bûcher déifié et lutter chacun pour essayer de supplanter les autres. Alors au fur et à mesure, bien entendu, on a dans la forme éthérée, on a des Night Lords qui se cachent et qui viennent ajouter en fait leur feu de bolter, etc. pour essayer d'encourager ce vent magique éthéré géré par le Warp. Et puis de l'autre côté, on a la foi impériale avec les sœurs de bataille qui mettent tout leur cœur et toute leur âme pour que leur volonté fasse jaillir le brasier de plus en plus haut. Et tout en haut,
alors qu'ils sont en train de lécher le haut de la cathédrale, eh bien, on a une sphère de lumière qui commence à apparaître et à tourbillonner. Et cette sphère de lumière, plus elle tourbillonne, plus elle commence à aspirer en fait ces deux forces. Et puis, tout d'un coup, des rayons de lumière apparaissent, ces rayons transpercent uniquement le voile éthérique du chaos et touchent en son sein des formes d'ombre. On devine que c'est des membres des Night Lords qui se font complètement vaporiser et ce vent éthérique du Warp, qui était celui de l'Afromissile, disparaît complètement, oblitéré par cette boule de lumière. Et cette boule de lumière va réattirer encore autour d'elle l'énergie des flammes impériales et va la rediriger dans un endroit là où on avait justement les troupes d'Arkin qui étaient au sol. Donc cette énergie a été complètement remaniée à un endroit qui n'était complètement pas probable et on voit bien que cette force élémentaire des flammes est guidée par la main de l'empereur. Et la main de l'empereur, c'est bien évidemment Sainte Célestine. La boule de lumière explose et on voit l'hoste angélique avec Sainte Célestine qui est en train de foncer vers les lignes de Junit pour venir à sa rencontre. Et il va simplement aussi la dépasser pour aller attaquer Arkin directement. Et là, ce qu'on nous montre sur cette force angélique, c'est tout simplement qu'on a des Zéphirines, des sœurs supérieures, comment ça s'appelle, des séraphines, Zéphirines, mais surtout, attention, tenez-vous bien, des cerveaux chérubins. Donc là, on imagine un petit peu moins déjà l'impact que ça peut avoir sur le champ de bataille, parce que ce qu'on nous disait déjà, c'était que Arkin qui se battait avec des séraphines et des Zéphirines, c'était un petit peu compliqué ce duel. Par contre, là, on a quand même les cerveaux chérubins en plus. Bon, alors je sais pas si c'est très très efficace, mais surtout, attention, et deux colombes aux ailes de neige. Et oui, oui, et là, il y en a un qui se dit, voilà pourquoi. Et en fait, l'hoste angélique de Sainte Célestine, elle est constituée de colombes. Il y a des vraies colombes. Alors c'est vrai que sur la figurine, il y a des colombes et c'est quelque chose qui est attaché à Sainte Célestine. Mais en tout cas, ces colombes aux ailes de neige, eh bien, vont créer d'énormes dommages sur les forces du chaos. Donc si vous êtes un légionnaire du chaos, que ça fait plus de 10 000 ans que vous vous battez, que vous avez tué des capitaines, des lieutenants, des sergents Space Marine, vous allez finir, je sais pas, empalé peut-être par une colombe aux ailes de neige, ce qui est quand même pas une fin extrêmement glorieuse. Mais en tout cas, voilà, mais ça pourra plaire à Tzeentch, j'entends bien. Mais en tout cas, voilà, s'il y avait ce passage-là, voilà, pourquoi pas. Bon, en tout cas... Voilà, elle est là, et puis elle décide tout de suite que sa mission, c'est d'attaquer Arkin. Donc elle dépasse Junit, elle protège bien sûr cette zone de flamme qui avait été rendue possible, ce dôme de protection, et puis elle l'envoie, hop, elle traverse, et puis elle va attaquer les forces d'Arkin. Est-ce qu'elle va réussir à se débarrasser d'Arkin? Parce qu'on voit tout de suite le duel qui apparaît. Bien sûr, d'un côté, alors c'est assez amusant, parce qu'en plus ce sont des personnages qui, en termes de jeu, dans leur dynamique, sont un peu des équivalents. On a le porte-parole de Abaddon qui vole avec son jetpack, et on a le porte-parole, ou la porte-parole, l'aéromartyr de l'empereur avec ses ailes dorsales, donc pareil, une sorte de jetpack. Et voilà, ces deux champions vont s'affronter. Alors, si vous voulez faire des paris, eh ben allez-y, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire qui va gagner. Est-ce que c'est Arkin? Est-ce que c'est Sainte Célestine? Option 3, vous votez, on verra. Alors si vous aimez les Space Marines, eh bien on va parler de nouveau des Guardians of the Covenant, donc qui sont là pour garder la voie de l'empereur. La voie de l'empereur, c'est le nom de la batterie de défense orbitale, donc ces magnifiques grands canons qui n'ont pas encore fait parler d'eux, si ce n'est pour être défendus, mais voilà, on va arriver au bout, et en fait, ce qui est triste, je spoil, mais en même temps, on est là pour ça, ils n'ont fait aucun dommage. Donc c'est un lieu de combat extrêmement important, parce que c'est là où on met quand même les forces de Space Marine, c'est pas pour rien que c'est l'élite de l'élite, donc c'est une zone importante, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite phrase ou deux en disant que, voilà, ils ont causé quand même d'énormes pertes, 3 cuirassés abattus, un truc comme ça. Là, on a vraiment l'impression que c'est une zone dans laquelle il fallait se battre, mais qu'au final, les canons n'ont pas été utilisés. Donc, le combat va se porter entre Maître Nardès,
qui est justement le représentant, le maître de chapitre, je crois. J'ai un doute quand même. Est-ce que c'est le maître de chapitre? Oui, peut-être. Ah, je vérifie. C'est le maître de la 3e compagnie. Voilà, pas le maître de chapitre. Donc, ce qui veut dire qu'il peut mourir, peut-être, parce qu'il est... Non, on verra. Pas de spoil. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il va organiser sa défense. Alors, comment il organise sa défense? Bien sûr, il y a énormément de réseaux défensifs. On nous parle de tranchées qui sont à même de défendre justement cette voie de l'empereur, ce canon. Et il se fait attaquer par Mandragore. Mandragore, vous savez, c'est les chevaliers renégats du chaos, donc avec plusieurs classes de chevaliers. En même temps, il se fait attaquer sur plusieurs fronts, parce que on nous dit que ce canon est immense et se porte sur plusieurs kilomètres. Alors on imagine bien que, évidemment, ça doit être une structure assez colossale, et il y a plusieurs zones à défendre. Il n'y a pas qu'un seul endroit avec un seul canon, mais c'est vraiment une batterie, donc je ne sais pas comment on peut l'imaginer, mais on peut vraiment imaginer énormément de canons, peut-être plusieurs, 2, 3, je ne sais pas quoi ça peut représenter. J'ai toujours en tête l'image de la boîte qu'il y a dans Kill Team, enfin le Kill Team avec, je ne sais plus comment s'appelle cette zone, mais où vous avez 2 gros canons immenses qui sont un petit peu disproportionnés, je pense. Là, on peut avoir, je pense, une version miniaturisée, c'est dire, et qui fait quand même plusieurs kilomètres de ça. En tout cas, donc, alors qu'il cherche à utiliser cette zone défensive, il a besoin quand même de mobilité, parce que les chevaliers renégats, leur gros avantage à la maison Mandragore, c'est justement leur mobilité. Ils ont des armes extrêmement puissantes, portées sur des châssis, et qui peuvent déplacer à loisir en étant très rapides et en frappant justement sur les flancs. Donc lui, pour se défendre, eh bien, il a toute une force d'Outrider. Les Outriders, qui sont plus rapides pour le coup que les chevaliers renégats, vont essayer d'utiliser leur mobilité pour encercler certains groupes de chevaliers renégats et de tirer dans leurs articulations bien visées grâce à leur multifuseur et ce genre de choses, et permettre aussi à une autre force, donc c'est la demi-compagnie de Vorl, qui elle est constituée de Storm Speeder et de Predator, d'utiliser leurs armes lourdes, donc on nous parle de plasma lourd, on nous parle de canon laser, pour détruire ceux qui se retrouveraient un petit peu piégés par le mouvement comme ça des Outriders. Et cette technique est assez efficace parce que ils vont arriver à dégommer 2 dogs. Oh, c'est pas une demi-compagnie pour 2 dogs, c'est pas fou. Mais bon, voilà, c'est quand même mineur. En fait, le truc, c'est que j'ai le sentiment que Mandragore, ils perdent très peu de troupes, alors que j'aurais dans l'idée que, 2 dogs par rapport à tout ce qu'ils ont, je sais pas, ils auraient pu en perdre une vingtaine, quand même, peut-être quelque chose d'un peu plus significatif. Je trouve que les pertes du chaos, là, sur le coup, surtout sur Mandragore, elles sont extrêmement peu significatives. Après, ma vision, je l'accorde, elle est un petit peu faussée par la suite de ce que je vais vous dire. Et bon, vous allez voir par vous-même. Mais c'est vrai que bon, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait un équilibre qui se fasse un peu moins à sens unique. Parce qu'on peut imaginer que, je sais pas, il y a 4 Storm Speeder en face. Enfin, vous voyez que ce soit un peu plus équilibré, en tout cas. Toujours est-il que, alors qu'à un côté, on a justement Mandragore qui vient attaquer les canons orbitaux, de l'autre côté, on a Chorkan. Chorkan, vous savez, c'est le démon qui s'est allié avec Arkyn et qui vient justement prêter main forte et faire la part de contrat qu'il a signé avec Arkyn, à savoir utiliser ses propres démons. Donc il est multi-déiste, je ne sais pas quel est le terme, pluritéiste, polythéiste peut-être sans doute. Donc il utilise des démons de différents dieu, donc tout simplement, il n'est pas inféodé à un seul dieu, ça tombe bien parce qu'il est allié à la Black Legion, donc c'est assez cohérent. Et eh bien, il va poser énormément de difficultés, parce qu'on nous dit que la résistance démoniaque lutte contre la résistance d'espèces marines, mais que leur détermination ne parvient pas à vaincre cette résistance démoniaque. Et au fur et à mesure, eh bien, les espèces marines sont en train de perdre du terrain, et arrive à un moment donné où on a 5 broyeurs d'âmes qui viennent jeter des jets d'acide sur le fût d'un canon, utiliser leurs pinces pour le démembrer, et finissent par faire tomber un canon. Donc on a déjà un canon tombé, je sais pas combien il y a de canons. Dans ce que j'ai le sentiment, j'ai l'impression qu'il y a 3 canons. Voilà. Et puis, donc là, ça commence à sentir assez mal. Donc il voit que ce coin-là n'est plus défendable. Donc il va essayer de se reporter sur le côté pour prêter main forte à ceux qui sont en train de se battre. Mais là aussi, malgré l'arrivée, encore une fois, de la Légion Tempestor, vous savez, la Légion Tempestor, c'est l'Adeptus Titanicus, donc on a des titans. Alors je ne sais pas encore combien il y a de titans, mais là on nous parle simplement d'un Warlord et de 2 Rivers. C'est pas immense pour un manipule de titans, c'est pas immense, qui réussissent eux aussi, avec leurs armes colossales, à dégommer, allez, je vous donne en 1000, 2 chevaliers.
un Warlord et 2 Rivers pour 2 Chevaliers. La balance n'est pas très bonne dans l'Imperium. Hein. Bon, ok, ils ont des grosses machines, mais ils ne savent pas s'en servir. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas comment équiper le Warlord, mais si on imagine, je sais pas, un canon volcano, on peut imaginer que ça puisse réduire 2-3 trucs vaporisés. Et puis c'est pas comme s'il avait beaucoup plus d'armes que ça. Donc étant donné qu'en plus il se concentre sur la lutte contre Mandragore, parce que la Légion Tempestor se dit on doit lutter contre les Chevaliers Renégats. Et encore, un Warlord et 2 Rivers. À eux 3, ils dégomment 2 Chevaliers. Moi j'aime pas quand il y a des choses qui me sont vraiment très déséquilibrées et avec très peu d'impact. Et vous voyez, dans les descriptions, on a justement les démons qui viennent liquéfier des Space Marines. Mais comme ça, d'accord ? Donc on a un démon invoqué qui est un pauvre démon de Tzeentch qui vient... Une horreur qui vient juste vaporiser comme ça un Space Marine qui est là depuis des années. Et on a des machines de légende comme les Titans qui ont du mal à L3 à dégommer 2 chevaliers renégats de l'autre côté. Un petit déséquilibre des fois où je me dis ok, ça devrait... soit on est que dans un camp et les choses meurent assez facilement, sauf quand c'est des choses incroyables, un Titan. Soit les choses peuvent mourir plus facilement parce que c'est la guerre, comme un Space Marine Primaris ou pas, mais un Space Marine alors qu'il a déjà 100 ans d'entraînement qui se fait vaporiser par simplement un petit démon, ou peut-être un légionnaire qui se prend une colombe. Ok, ça donne le ton. Donc toujours est-il que malgré tout, Mandragore plonge dans la mêlée pour attaquer les canons qui restent et réussissent à faire tomber un des canons sur le voisin. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y en a 3 tout simplement, et réduire à néant la voie de l'empereur. Donc malgré le fait qu'on avait quand même la Légion Tempestor titanesque qui défendait ce canon, on avait les Space Marines, ils n'ont pas réussi à défendre cette zone-là. Et là, on a Nardes qui tout simplement décide qu'il y a d'autres combats à mener, que la voie de l'empereur est perdue. Tant pis, autant garder ses forces et leur permettre de s'enfuir pour rejoindre peut-être Junit. Donc il donne le signal en fait de départ et puis il s'enfuit tout simplement en ayant perdu la voie de l'empereur. Alors c'est un passage qui est assez peu héroïque pour les Space Marines. On a juste une petite description comme ça avec... on nous met pas mal les Outriders en avant. J'ai l'impression que c'est parce que il faut les justifier en termes de lore, alors que la figurine, vous voyez, elle est sortie. Enfin, j'ai toujours cette grille de lecture un petit peu sur le lore qui vient flatter un peu les figurines qui sont sorties pour nous donner envie de les acheter, tout simplement. Peut-être qu'après, je me fourvoie avec ces nouvelles visions des choses, mais c'est vrai que là, on a vraiment pas mal de trucs sur les Outriders qui n'ont pas un impact de folie. Et puis, c'est pareil, les Titans, je suis vraiment déçu de ce qu'on me proposait, en tout cas, surtout un Warlord quand même. Un Warlord et 2 Rivers, c'est triste. Il y aurait eu 3 Warhounds, je dis pas, mais un Warlord avec franchement, ça, je trouve ça très faible. Alors, pour changer, on va parler un petit peu d'amour. Eh oui, d'amour. Donc c'est un petit passage qui s'appelle Ambition Royale et où on se retrouve justement au sein de Mandragore. Donc vous savez qu'au sein de Mandragore, on a le baron Commodar et la comtesse Caliganus. Comtesse Caliganus qui est justement là pour espionner, contrôler ce que va faire Commodar. Vous savez, on se fait confiance dans le chaos. Et ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, Commodar, il a des grandes ambitions et il est quand même à la tête d'une centaine de chevaliers renégats, ce qui est quand même une force assez forte. Et il sous-entend à un moment donné, en fait, alors il voit ça à travers, vous savez, il y a une sorte de communion, bien sûr, dans la bataille, et je peux pas traduire ça autrement que comme une sorte de petite histoire d'amour, peut-être pas, mais sur en tout cas une convergence d'intérêts. Il se rend compte que Caligalus, la comtesse Caligalus, elle est une des dernières héritières, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sœurs, sans doute de ses sœurs qui sont là avant, ou de ses frères et sœurs, et qu'elle n'héritera jamais du pouvoir de Mandragore, parce qu'elle est trop bas dans l'ordre des naissances. Et qu'il a ce sentiment que ça la gêne, et qu'elle a cette ambition aussi dévorante. Et cette ambition, ils la partagent tous les deux. Et au final, dans la bataille, alors qu'ils sont en train de se battre ensemble, on imagine bien, voilà, main dans la main, il y a un moment donné où tout simplement il passe sur un réseau privé et puis il lui propose de s'allier tous les deux ensemble, de trahir bien sûr Commodore. Donc Caligalus, elle sait que Commodore, Mandragore, elle sait que Commodore, il est pas très fiable, comme tous les serviteurs du chaos, vous me direz, mais il va essayer de la séduire, et de la séduire en lui disant « Écoute, tu n'auras jamais le pouvoir, je sais que tu veux le pouvoir, moi ce que je te propose, c'est
de continuer à faire semblant de m'espionner, mais simplement, ensemble, on s'allie et on prend toute la force de Mandragore qu'on a ici et on fait sécession avec la maison mère plus ou moins. On crée notre propre empire au sein de cette zone de Vigilus et étant donné qu'on a détruit la voie de l'empereur, on va pouvoir demander à Harkyn, sous-entendu à Abaddon, des terres ou des ressources, ou en tout cas pas des trésors, des récompenses qui seront en mesure de l'incroyable exploit qu'on vient d'accomplir. Même si encore une fois, la batterie elle n'a pas fait grand-chose, mais c'est pour ça qu'en fait, cette destruction d'une zone, si c'est juste pour mettre un point sur une carte, je trouve que c'est un peu faible. J'aurais aimé vraiment qu'il y ait une notion plus dramatique sur la perte de cette zone-là. Peut-être qu'on pouvait imaginer que les vaisseaux d'Harkyn ne pouvaient pas se mettre en orbite, qu'ils n'étaient pas tranquilles tant qu'il y avait cette batterie-là, alors qu'il n'y a aucun moment où on nous le dit. Et ça, c'est vraiment une source de frustration sur ce passage-là. Mais eh bien, on a la comtesse, Caliganus, qui réfléchit et qui, dans le carnage, donne sa réponse. Et voilà, ils vont s'allier ensemble pour l'avenir de leur propre maison Mandragore, rien qu'à eux. Alors, pour retourner sur le combat, eh bien, on a Junit qui n'avait pas anticipé, bien sûr, l'arrivée de Sainte Célestine et qui va essayer d'en profiter pour appuyer son avance, ou en tout cas sa défense, parce qu'on est vraiment plus dans une position défensive. Malheureusement, Harkyn a pris les spatioports et fait débarquer des vagues continues. Et on insiste bien ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très mis en avant, en tout cas je ressens beaucoup, c'est l'organisation d'Harkyn. Harkyn, j'avoue que quand j'avais lu Vigilus, on avait l'impression que c'était juste un barbare qui criait et qu'avec sa voix, il avait la capacité de faire fondre les cerveaux des autres, etc. Et que c'était très basique, en fait, c'était genre c'est le plus fort, parce que quand il crie, tout le monde l'écoute, et c'est pour ça qu'il est là. Alors que là, dans le piège de Nashmoon, on a beaucoup plus la notion que Harkyn, c'est un stratège. Il est très fort en stratégie, il utilise vraiment au mieux ses ressources, il ne les gaspille pas. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vu avec les Raptors, il les envoie, mais il les envoie pas en mode allez, on y va, on détruit tout. Il les fait se replier au bon moment, il les fait soutenir par des prédateurs à longue distance, par des forces mobiles avec les rhinos, et on a encore une fois cette image-là avec l'organisation de la bataille, où il a d'abord capturé les spatioports lui-même, parce que c'est une cible importante, qui permet de débarquer un flot continu de renforts. Et c'est ce qui se passe, il y a des vagues incessantes, et des vagues qui sont typées, c'est-à-dire que bien sûr, on va avoir des machines démons, après on a une vague avec des véhicules mobiles, et il y a vraiment cet enchaînement de talent tactique, et à tel point que c'est même assez rare que ce soit aussi bien expliqué et qu'on ait vraiment l'impression qu'il est très fort en tactique et en stratégie. Et ça fait plaisir. Et c'est pour ça, là on comprend mieux pourquoi Abaddon lui fait aussi confiance. C'est que il est très fort bien sûr unitairement en tant que personnage au combat, mais aussi pour organiser des forces aussi disparates que celles du chaos, parce que voilà, les forces du chaos, voilà, c'est le melting pot, chacun veut tirer la couverture, non je vais pas t'aider, etc. Et lui, il réussit à museler tout ça et à contrôler tout ça et surtout à l'utiliser à son paroxysme. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant. Ensuite, on a aussi l'inquisiteur Cartovalnus qui lui, bien sûr, a réussi à survivre. Et donc, Junit lui a donné l'ordre, ou lui a demandé en tout cas, de défendre le bastion du préfectus, c'est-à-dire l'endroit où il y avait vraiment le centre de commandement impérial. Mais lui, en fait, décide que non, ça ne vaut pas le coup parce qu'au final, il sent bien que ça va mal se terminer, et puis il se dit j'ai un rôle à jouer plus important que simplement défendre ce bâtiment, parce que je pense que Vigilus, ce côté de... c'est pas Vigilus, mais Sangatera de ce côté-là va être perdu, et il a toujours son idée de fermer ce passage, fermer le piège de Nashmoon. Alors, on imagine bien qu'il va pas y arriver tout seul avec les ressources qu'il a sur place, mais bien sûr, il a tout son réseau inquisitorial, et il va utiliser sa rosette inquisitoriale pour demander une évacuation, plutôt que de défendre et de suivre les ordres de la chamoinesse. Donc, il va y arriver ou pas, pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas, il ne va pas suivre ces ordres-là, donc c'est aussi mauvais signe pour le bastion du préfectus. C'est ce qui va pouvoir survivre à l'assaut des forces du chaos. Déjà que c'était compliqué sans Cartovalnus et ses forces, parce que c'est pas juste un individu, c'est pas juste Cartovalnus qui avec son pistolet va réussir à retenir les forces du chaos, mais c'est aussi toutes les forces qu'il a réussi à centraliser autour de lui. Voilà, donc il s'appelle les iconoclastes noirs, ça c'est l'armée privée de Cartovalnus. Mais bon. Alors, ce fameux combat entre Sainte Célestine et Harkyn, vous voulez savoir comment ça se passe? Eh bien on y est. Donc, Sainte Célestine, bien sûr, elle est impériale. C'est impériale aussi bien dans le sens de vous avez compris, mais pas dans le combat. C'est-à-dire qu'à chaque
coup d'épée, elle tranche en deux un raptor, elle réussit avec maestrio à détruire tous les adversaires très très facilement, sans peiner. Et en fait, elle est guidée par sa mission. Sa première mission, c'est qu'elle a entendu les échos des sœurs de Sainte Catherine qui appelaient bien sûr la volonté de l'empereur. Alors pas directement Sainte Célestine, mais elle a été guidée par l'empereur sur le chemin de cette bataille-là, et elle a paru, bien sûr, sans avoir pris pleinement conscience de ce qui se passe, où elle est. C'est toujours comme ça avec Sainte Catherine, quand elle apparaît, elle sent cet appel, cette volonté, cette envie de se battre, cette vocation qu'elle a de l'empereur, mais voilà, elle n'a pas planifié à l'avance, donc elle apparaît vraiment au milieu du combat, dans les pires mêlées, et tout de suite, elle se doit d'agir. Alors, on nous dit que, comme elle a vécu déjà de nombreuses vies et de nombreuses morts, elle est habituée à prendre très prestement ses décisions, directement. Elle sait qu'elle doit protéger les sœurs de Sainte Catherine, et elle se focalise sur une voix qu'elle entend. Et cette voix, c'est pas celle de l'empereur, c'est celle d'Arkin. Elle sent que cette voix, c'est ce qui guide l'ensemble de la Black Légion, et que son devoir, la mission que lui a confiée l'empereur, c'est de la faire taire. Donc, elle avance, elle combat encore des raptors, elle voit un peu comment le combat se profile, et au fur et à mesure qu'elle prend connaissance de son environnement, elle réussit à trouver l'origine de cette voie-là, et elle le voit. Au milieu de plusieurs troupes de raptors, on a Arkin. Alors Arkin, bien sûr, lui aussi, il ne dérange pas à la règle. Il a une griffe dans sa main, la lance dans l'autre, et à chaque coup, hop, il embroche des sœurs de bataille, des séraphines, des zéphirines, peut-être des colombes aussi, on ne parle plus des colombes, mais peut-être qu'aussi qui réussit à choper 2-3 colombes au passage. Et toujours est-il que elle le voit. Ce qu'on nous dit, petit passage que j'aime bien, c'est que malgré les forces de raptors qui sont tout autour, ou des serfs du Warp aussi, parce qu'on a toujours ces deux niveaux maintenant de troupes, aussi bien Zéphirine, Séraphine que serfs du Warp et Raptor, elle fait complètement abstraction de ça, son regard ne dévie pas, et elle se fixe sur Arkin. Et quand elle le voit, elle sait que sa mission doit être de l'éradiquer, de le faire disparaître. Elle court vers lui, elle prend son envol sur quelques marches, et elle ouvre son Vox pour dire: brûlez les hérétiques, pour l'empereur Dieu, que meurent ceux qui ternissent son royaume sacré. Et en fait, amplifié par la foi impériale, par ses pouvoirs et par son Vox, c'est un millier de trompettes qui sonnent en même temps, et elle bondit vers Arkin. Arkin la repère instantanément, écarte bien sûr les séraphines avec un petit coup de griffe à gauche, un petit coup de lance à droite, et se rapproche d'elle à grandes enjambées, il active son réacteur dorsaux. Ils arrivent tous les deux au contact, premier combat. Arkin l'emporte, il met un coup de griffe sur le flanc de Sainte Célestine, et elle commence à goûter à son propre sang, alors qu'elle n'avait jusqu'à présent pas été inquiétée. Là, elle a ce premier coup qui l'atteint quand même assez durement. Elle rebondit, elle regarde autour d'elle, elle prend conscience de la situation, et elle envoie un petit regard sur le côté pour voir une corniche qui surplombe Arkin. Arkin a vu son regard et se précipite aussi pour être le premier sur ce point dominant, parce que ce point dominant, étant donné que c'est un combat aérien tournoyant, il va donner un avantage à celui qui est en hauteur. Si je vous rappelle un petit film, peut-être vous pourrez dire « Non, tu n'as aucune chance, je suis beaucoup plus haut que toi, rappelez-vous. » Bah oui, Anakin Skywalker est contre Obi-Wan. Et voilà, là c'est exactement la même chose. Comme quoi, c'est vrai que ça pouvait être un petit peu choquant en disant « Bah non, il suffit que tu sois un tout petit peu plus haut, et du coup, ça y est, c'est que tu as gagné le combat. » Bah là, c'est pareil, Sainte Célestine, elle arrive, la première sur le surplomb, elle a réussi à y aller avant Arkin, elle était plus rapide. Arkin arrive, et en fait, elle prend conscience à nouveau de l'environnement, parce que même si elle est fixée bien entendu sur Arkin qui est sa cible principale, elle analyse en même temps tout ce qui se passe, elle a cette compétence énorme, et elle voit que Junit est en train de se battre et est en train de se faire entourer au fur et à mesure. Alors elle sait ce qui va se passer, elle sait que Junit veut le martyr, et que ce martyr va donner un regain de puissance aux forces impériales, mais que le chaos et la Black Légion va finir par l'emporter. Et c'est à ce moment-là où elle prend la décision d'abandonner le combat avec Arkin, en se jurant qu'elle viendra lui faire sa fête en temps utile, mais qu'il était plus important de sauver Junit. Et elle s'enfuit. Et Arkin ne la poursuit pas. Et fin du combat. Et je sais pas, si vous n'êtes pas resté sur votre fin, moi je suis resté sur ma fin. C'est tout. C'est tout, on s'arrête là. Et c'est vrai que je m'attendais à plus. Donc en fait, on résume, elle le voit, elle fonce vers lui, elle crie, un coup,
Hop, Arkin gagne cette premier échange de lames, il la blesse au flanc, elle voit un petit promontoire, elle va sur le promontoire plus vite que lui, elle voit que Junit est en combat, elle va la sauver. Et ça s'arrête là. Et je pense qu'on a le combat le plus court entre deux entités majeures du monde de Warhammer 40 000. Je sais pas, ça dure 3 paragraphes, 3 petits paragraphes. Et encore, je vous ai pas détaillé tout le côté scénarisé, genre quand elle lance à son appel, sa voix avait la résonance de mille trompettes, enfin des choses comme ça. Voilà, j'avoue que là, franchement, je suis resté sur ma faim sur ce combat-là. Alors, vous m'en voudrez pas, je pense que je vais quand même utiliser cette miniature-là pour vous donner envie de venir cliquer, regardez les vidéos, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, là, j'avoue que moi-même, je suis resté sur ma faim et sur la suite de ce que j'ai lu. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de suite. Et surtout, c'est Arkin, il se rend bien compte que c'est Sainte Célestine. Sainte Célestine, elle est un petit peu connue. Mais il veut pas l'achever, en fait. Il poursuit pas. Il s'arrête là, et puis ok, il reprend le combat, il reprend l'avancée pour aller dans le préfectus. Voilà, j'avoue que ce duel épique, enfin, je sais pas, peut-être que je suis un peu trop habitué à certains films d'action, mais on a voilà, les deux protagonistes principaux. Alors, Junit, vous me direz qu'il ça aurait pu être Junit, mais là, je pense qu'on a vraiment ce parallèle entre les forces du bien et les forces du mal, les forces de l'impérium, les forces du chaos, Séraphine d'un côté, Arkin de l'autre, voilà, ils viennent au combat, t'as envie qu'il se passe des choses, quoi. Là, voilà. En plus, Arkin a gagné comme ça assez vite, en fait, il a tout de suite blessé Sainte Célestine, alors que Sainte Célestine n'a réussi à rien faire sur Arkin. Voilà, j'avoue que je m'y attendais pas. Donc c'est la surprise, j'étais surpris, je m'y attendais pas. Du coup, je m'arrête là, je suis tellement déçu que je m'arrête là. Allez, c'est fini. Voilà, comme ça, il restera encore une vidéo. Donc semaine prochaine, ce sera la fin de ce bouquin de croisade, le piège de Nashmoon. Donc, est-ce qu'on aura la suite du combat? Parce qu'on sent quand même que Sainte Célestine, même si elle abandonne, c'est vraiment un contre-cœur. Et alors, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps ce combat, peut-être. C'est vrai que des fois, je vous dis, ouais, j'aime bien quand il n'y a pas trop de combat, le porte-bolter, mais des fois, c'est bien quand même quand il y en a un entre deux entités, t'as envie qu'il se passe quelque chose d'un peu plus que juste Arkin qui met un coup de griffe, qui fait saigner Sainte Célestine et puis elle s'enfuit, quoi, tout simplement. Même si c'est pour aller sauver Junit, voilà, j'ai envie qu'il se passe la suite. Donc est-ce qu'on aura la suite? Peut-être, je ne sais pas, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous a diverti, cette vidéo. Moi, je trouvais qu'il y avait des choses assez amusantes, donc voilà, j'ai peut-être accentué un peu les choses dessus. Toujours est-il que merci encore une fois à tous ceux qui prennent la peine de commenter, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont vraiment super intéressants, et où des fois, moi-même, je prends conscience de choses, où je réalise et je dis, ah oui, c'est vrai, carrément, t'as raison, je l'avais pas vu sous cet angle-là, et c'est ce que je trouve vraiment très enrichissant, c'est je vous transmets de l'information, et il y a un échange où certains me transmettre aussi de l'information et voilà, je trouve que c'est un échange mutuellement profitable pour nous tous. Allez, le traditionnel, pensez à liker, c'est cool, c'est pas long en plus, vous pouvez le faire en même temps, clic, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça c'est cool, ça fait monter la chaîne, ça la fait se repositionner peut-être en avant sur l'algorithme de YouTube pour donner envie aux gens de regarder et de découvrir le lore avec la façon Iggy TV. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, si vous avez vraiment envie de soutenir la chaîne, encore une fois, il y a Tipeee, ça c'est ce qui permet aussi d'avoir les vidéos en avance. Les vidéos, vous allez avoir en avance, et puis la fin, vous allez aussi vraiment l'avoir en avance. Et puis, vous avez aussi le site de MyUbiPlace qui permet, si vous achetez des bouquins, si vous achetez des choses comme ça, de me soutenir aussi dans mon travail. Voilà, comme d'habitude, faut bien la faire en fin de vidéo. Merci à vous tous en tout cas, on se retrouve en commentaire, et à bientôt. Salut à tous.